Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours express. Aujourd'hui nous allons parler de Card 14 Sakura Clear Card Arc, la suite du cultissime Magical Girl Card 14 Sakura de Clamp, auquel nous avons consacré très récemment une double leçon. Comme j'ai déjà beaucoup donné mon avis sur Card 14 Sakura, je vais pas en rajouter une couche dans ce cours express. Je vous renvoie donc à la leçon pour les détails. Ce nouvel arc de Sakura n'est à ce jour pas terminé, mais je suis enfin à jour sur le manga et l'anime, et l'histoire est désormais assez avancée pour que je vous donne un avis plus consistant et objectif. Card 14 Sakura Clear Card Arc est un titre beaucoup trop long que je ne vais pas répéter souvent. Il marque le retour de l'héroïne la plus emblématique de l'univers de Clamp pour une suite qui a débuté en 2016 au Japon et en 2017 en France, toujours aux éditions Pika. Pour l'instant, la série compte 6 tomes, mais on ne sait pas encore combien il y aura de tomes en tout. Ce nouvel arc a également été adapté en animé en 2018 par le studio Madhouse. Et la première saison s'est achevée sur un total de 22 épisodes, disponibles en France sur Wakanim et ADN. Il est donc temps de faire le point, et spoiler alerte, je considère que vous connaissez l'univers de la chasseuse de cartes et la fin de la série d'origine. Concernant l'histoire, on reprend là où la série d'origine s'était arrêtée. Pour résumer, Sakura a transformé toutes les cartes de Clos en cartes de Sakura, tous les mystères de la saison 3 ont été résolus, Ariel est retourné vivre en Angleterre, Sakura et Shaolan se sont enfin avoués leurs sentiments, mais Shaolan a dû retourner vivre à Hong Kong. Clear Card Arc débute avec la rentrée de Sakura au collège. Shaolan est revenu vivre au Japon, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, une nuit, Sakura fait un rêve étrange dans lequel elle voit une mystérieuse silhouette encapuchonnée. Et on sait tous que les rêves ne sont jamais anodins dans l'univers de la chasseuse de cartes. À son réveil, Sakura constate que toutes ses cartes sont devenues transparentes et inutilisables. D'où le titre de l'arc, Clear Card. Carte transparente. C'est bon, vous l'avez ? La nuit suivante, Sakura fait le même rêve, mais cette fois, une nouvelle clé apparaît dans la main de Sakura et l'étrange silhouette tente de s'en emparer. Sakura résiste et à son réveil, elle constate que la clé est apparue dans la réalité. Plus tard, Sakura se fait attaquer par une bourrasque magique. La nouvelle clé de Sakura se transforme en sceptre, le sceptre des rêves, et Sakura réussit à capturer la bourrasque qui se transforme en carte, Gale, qui signifie tempête ou coup de vent. La carte est transparente sur le verso, mais le motif sur le recto est opaque. Et si j'ai bien compris, lorsque Sakura capture un nouveau pouvoir, elle ne crée pas une nouvelle carte. Le pouvoir vient prendre place dans l'une des cartes transparentes de Sakura. Donc, on ne sait pas comment ni pourquoi les cartes de Sakura sont devenues transparentes. On ne sait pas qui est l'étrange silhouette que Sakura voit en rêve, et on ne sait pas d'où viennent les nouveaux événements magiques qui attaquent Sakura et qu'elle doit transformer en carte. Et apparemment, Shaolan semble savoir quelque chose, mais pour l'instant, il garde le silence. Suspicieux. En gros, on prend les mêmes éléments qu'avant, on rajoute un nouveau mystère magique, et c'est parti pour une nouvelle aventure. C'est d'ailleurs la première chose que l'on pourrait reprocher à la série, son manque d'originalité. Et oui, on va commencer par les reproches. On trouve une excuse pour que les cartes de Sakura disparaissent, on fait apparaître un nouvel ennemi anonyme, menaçant et mystérieux, de nouveaux événements inexplicables surgissent dans la ville, et Sakura doit les combattre et les transformer en cartes. Ajoutez à cela que tout part d'un rêve prémonitoire de la chasseuse de cartes, qu'on a droit à une nouvelle clé magique qui se transforme en sceptre, et que la première carte transparente que Sakura capture n'est pas sans rappeler la carte du vent, première carte que Sakura capture au tout début de son aventure. Ça donne un peu l'impression que Clamp ne s'est pas trop foulé sur ce coup-là. Et les coïncidences ne vont pas s'arrêter là. Qui dit nouvel arc, dit évidemment nouveau personnage. Les tomes 2 et 3 verront d'abord l'apparition d'Akio Shinomoto, une nouvelle élève qui intègre la classe Sakura. Akio arrive d'Angleterre, et devinez où est-ce qu'elle s'est installée ? Dans la maison dans laquelle vivait Ariel, bien sûr. Akio est accompagnée du deuxième nouveau personnage très intrigant, son majordome, Yuna de Kaito. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne fera le lien entre les événements étranges liés aux cartes et l'arrivée de ces nouveaux personnages. Encore une fois, on est dans un animé et on a un scénario à suivre. Non seulement c'est pas très original au niveau de la situation initiale ou du fonctionnement des cartes, mais ça ne l'est pas non plus au niveau des mécaniques même de l'histoire. En tant que lecteur, ça fait très longtemps qu'on a compris comment fonctionnait l'univers de Sakura. Du coup, j'attends juste que Sakura et les autres personnages principaux prennent conscience de la menace et y mettent fin. Mais je nuancerai ce point plus tard. Autre reproche que l'on pourrait faire à la série, le cœur de l'intrigue met énormément de temps à se mettre en place. Mais genre, une éternité. Au début, on a droit à un enchaînement de combats et de capture de cartes, ce qui devient vite un peu lassant. La véritable intrigue ne commence à se dévoiler qu'à partir du tome 4, je dirais. Ça, combiné à la sortie très espacée des tomes en France, ça reste très difficile de rentrer dans l'histoire. Autre reproche plus mineur, vu que les cartes transparentes ne contiennent ni la magie de Clos, ni la magie de Sakura, Kero, Yue et Shaolan ne peuvent pas sentir leur magie. Traduction,
Kero, Yue et Shaolan sont devenus inutiles. Bon, j'exagère un tout petit peu. Kero épaule toujours Sakura en la suivant partout, mais il est rarement utile en combat. En plus, il n'utilise jamais sa forme originale pour combattre aux côtés de Sakura. Pourtant, on a vu qu'il pouvait toujours se transformer, donc pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas plus souvent ses pouvoirs? Bon, Yue, c'est pire, il ne combat jamais. On le voit de temps en temps aux côtés de Toya pour discuter des nouveaux événements, mais rien de plus. Ce qui est vraiment dommage, car je trouve que Yue est un personnage très sous-exploité. Pour Shaolan, c'est vrai au début, mais on se rend vite compte qu'il a gagné en expérience et en magie lors de son séjour à Hong Kong, et il semble aussi posséder de nouveaux pouvoirs très puissants qui lui permettront de changer le cours de certains combats. Enfin, la grande majorité des cartes transparentes que Sakura capture a un gros air de déjà-vu avec les cartes de Clos. La majorité des pouvoirs sont les mêmes, il n'y a que l'apparence et le nom inscrit sur la carte qui changent. Et encore, ce sont des synonymes plus ou moins proches. Gale pour Windy, Flight pour Fly, Aqua pour Watery, etc. Je vais être honnête, je suis pas très fan des nouveaux designs de cartes. La majorité des cartes de Clos avaient une apparence humaine ou animale, alors que pour les cartes transparentes, il y a beaucoup d'objets ou de formes abstraites. C'est joli, mais je suis pas fan. Pour moi, les cartes transmettent moins d'émotions, vu qu'elles n'ont pas de visage. Mais il y a davantage de cartes avec des designs se rapprochant de ceux des cartes de Clos dans les derniers tomes, et les pouvoirs originaux sont assez bien trouvés. Passons maintenant au point positif de la série. Une fois que l'intrigue s'est mise en place et que certains mystères commencent doucement à se lever, j'ai tout de suite accroché à l'histoire, qui se révèle bien plus intéressante et plus profonde qu'une simple repompe de la série d'origine. J'ai pas envie de vous spoiler ces éléments parce que je les trouve vraiment sympas, pas complètement originaux et transcendants non plus, mais sympas pour une suite, mais je vais quand même vous en commenter quelques-uns. Exemple, on apprend qui est responsable de la disparition des cartes de Sakura et pourquoi, et c'est effectivement lié au fait qu'Ariol ne donne plus de nouvelles à Sakura depuis quelque temps. Cependant, je ne m'attendais pas du tout à cette révélation, j'ai adoré, et je ne vous en dirai pas plus. On apprend aussi comment apparaissent les nouvelles cartes que Sakura doit capturer, et là encore, non seulement c'est bien trouvé, mais ça explique aussi pourquoi les cartes transparentes ont autant de similarités avec les cartes de Clos. On apprend la véritable identité de la silhouette encapuchonnée qui apparaît dans les rêves de Sakura. Alors autant cette révélation n'est pas très surprenante, mais l'explication derrière est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. On apprend aussi que Toya, le frère de Sakura, récupère petit à petit des pouvoirs. Pour rappel, Toya avait donné tous ses pouvoirs à Yue, car à l'époque, les pouvoirs de Sakura n'étaient pas suffisamment puissants pour maintenir Yue en vie. Et si Yue venait à mourir, c'était également le cas pour sa forme d'emprunt, Yukito. Toya ne voulant pas voir la personne qu'il aime mourir, il a donc donné tous ses pouvoirs à Yue. Donc Toya recouvre des pouvoirs, mais pour l'instant, il garde le secret sur leur nature, répétant à Yue qu'il comprendra lorsque le moment sera venu pour lui de s'en servir. Suspicieux. Enfin, le nœud de l'intrigue se noue autour des deux nouveaux personnages, Akio et Kaito. Très surprenant, hein? Akio est apparemment orpheline, elle a beaucoup voyagé, et dès son arrivée au Japon, elle est devenue très proche de Sakura. Plusieurs personnages font d'ailleurs la réflexion que Sakura et Akio se ressemblent beaucoup au niveau de certains traits de leur caractère ou de leur réaction. Akio est aussi une grande lectrice, et elle est plus particulièrement intéressée par tout ce qui touche à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Elle possède d'ailleurs un livre écrit dans une langue inconnue, qu'Akio seul semble en mesure de traduire, intitulé Alice au Pays de l'Horloge. Là, je me permets de vous dévoiler quelques mystères. On comprend rapidement que les aventures qui arrivent à la Alice du livre d'Akio arrivent en parallèle à Sakura, et ce sont évidemment des aventures liées aux cartes. De plus, les rêves d'Akio semblent connectés à ceux de Sakura. Elles font les mêmes rêves en même temps, mais sans voir le visage de l'autre. Concernant Yuna de Kaito, c'est le majordome d'Akio qui s'occupe et veille sur elle depuis toujours. Si vous êtes familier des personnages de l'univers de Clamp, rien que le design de Kaito suffit pour cerner le personnage. Un grand jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux violets, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est le personnage qui cache, volontairement ou pas, ses véritables dessins et ou sa véritable identité ou personnalité. On pourrait citer comme personnages célèbres de Clamp respectant ses caractéristiques Zagato et son jeune frère Lantis dans Magic Knight Rebirth, Kamui dans X, Seiichiro dans Tokyo Babylon. On peut aussi inclure dans cette liste Yasha de RG Veda, Ran de Tref Clover, ainsi que le louche de Code Geass. Oui, je sais, Clamp ne s'est occupé que du design des persos dans Code Geass, mais lorsqu'on connaît l'histoire de Lelouch, sa place dans cette liste est légitime. On découvre que Yuna de Kaito fait partie d'une confrérie de magiciens britanniques très puissants, mais qui n'ont pas tous très bonne réputation. Par ailleurs, l'initiale D dans son nom symbolise son titre et signifie qu'il possède la plus haute distinction de sa confrérie. Et non pas qu'il va devenir le roi des pirates. Apparemment, il possède le pouvoir de manipuler le temps, ce qui est très puissant, mais aussi très dangereux pour lui.
Et s'il se montre discret, c'est parce qu'il attend l'apparition des nouvelles cartes. En effet, ses pouvoirs ne sont pas suffisants pour concrétiser son mystérieux projet, et il attend l'apparition de la bonne carte qui lui sera nécessaire pour mener son plan à bien. Suspicieux. La force des séries de Clamp vient en grande partie d'après moi de leurs personnages. Et une fois de plus, ce couple de nouveaux personnages ne déroge pas à la règle. Tout ça pour vous dire qu'il faut laisser sa chance à Clearcard Arc, car l'intrigue et les nouveaux personnages en valent vraiment la peine, et lorsque les mystères commencent à se dévoiler, c'est là que ça devient vraiment prenant, car chez Clamp, un mystère en cache souvent un autre. Autre très gros point positif de ce nouvel arc, l'adaptation animée. Je sais pas si je vais être très objective, mais je la trouve sans défaut. En dehors de la mise en place de l'intrigue, mais c'est un défaut qui vient du manga. Le design est fidèle, l'animation est hyper jolie et très soignée, la 3D est utilisée à bon escient, les combats, les pouvoirs des cartes, les scènes de transformation du sceptre, d'utilisation et de capture des cartes sont magnifiques, les tenues de Sakura, que ce soit ses tenues de combat ou celles de tous les jours, sont toujours aussi nombreuses et toujours aussi bien travaillées. Même au niveau des coiffures des personnages, on a droit à une véritable diversité au fil des épisodes. On retrouve les musiques cultes de l'anime précédent, ce qui nous replonge immédiatement dans l'univers, et les deux génériques sont juste sublimes, que ce soit les chansons ou l'animation. Évidemment, on a droit au retour des épisodes filler et aux cartes qui n'apparaissent que dans l'anime, et encore une fois, c'est parfaitement intégré. Pour vous dire, j'ai lu le manga et j'ai vu en parallèle l'anime, et je devais aller vérifier si telle ou telle carte apparaissait bien dans les deux supports. Et le tour de force de cet anime, il faut tout de même le souligner, c'est qu'il a réussi à me réconcilier avec le personnage de Meilin, qui fait son grand retour pour une brochette d'épisodes. Autant au début j'étais très perplexe, mais vu que la relation entre Meilin et Shaolan a évolué dans la série d'origine, le caractère de Meilin a aussi évolué, et cette nouvelle série lui permet de nouer, ou de renouer, à vous de voir, avec Sakura, et juste, on ne peut pas rester de marbre devant cette évolution. Alors oui, la série est longue à démarrer, mais une fois que la véritable intrigue est lancée, impossible de la lâcher, et j'attends avec grande impatience la suite du manga, et j'espère une saison 2 pour l'anime. Je vous avoue que je suis très contente et très soulagée, parce qu'au bout de 3 tomes, j'avais un peu peur que cette suite ait été faite pour de mauvaises raisons. Mais finalement, ça va. La série ne joue pas trop avec la fibre nostalgique, et elle permet de développer un nouveau pan de l'univers de la chasseuse de cartes. Card 14 Sakura Clearcard Arc apporte une nouvelle vie et une nouvelle visibilité pour un manga emblématique de l'univers de Clamp, du shoujo et du magical girl, et j'espère qu'il donnera envie à un nouveau public de s'intéresser aux aventures de Sakura. Ce cours express est à présent terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Pour l'instant, mon avis s'arrête là, mais peut-être que je ferai un autre cours lorsque la série sera terminée. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!